Bonjour Julien. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir sur Comptoir IA, le docteur Julien Calderaro, qui est maître de conférences des universités, praticien hospitalier dans le département pathologie de l'hôpital Henri Mondor. Julien, tu es spécialisé en pathologie hépatique médicale et tumorale. Heu J'ai entendu parler de tes recherches et donc j'avais absolument envie de faire venir un médecin, un vrai sur Comptoir IA pour nous montrer un petit peu des applications de l'IA qui dépassent la productivité, des cas classiques un petit peu de ChatGPT qui vont beaucoup plus loin sur des applications pratiques et vertigineuses pour la santé. Et toi tu utilises l'IA pour pallier les limites de l'œil humain et donc récemment, donc tu as fait une découverte avec un algorithme d'intelligence artificielle qui permettrait de prédire la réponse au traitement dans le cancer du foie le plus fréquent. Voilà. Julien, bienvenue. Heu, est-ce que tu as des choses à préciser un petit peu sur cette présentation? Non, tout à fait. Donc ma spécialité médicale, donc je suis ce qu'on appelle un pathologiste, c'est-à-dire que, on travaille, donc dans les hôpitaux, dans des laboratoires dans lequel on examine les différents prélèvements qu'on peut faire chez les patients. Par exemple, quand on fait une biopsie, on nous envoie le petit fragment de tissu et on l'analyse, on le regarde au microscope pour faire un diagnostic, de dire si c'est cancéreux ou pas cancéreux et également pour essayer de prédire, le mieux possible l'évolution, si c'est une tumeur maligne, le risque de récidive et d'adapter aussi le traitement. Génial. Alors, on en parlait juste avant, Julien, c'est la première fois donc que j'ai un invité, donc sur, l'IA générative, Comptoir IA, un invité qui a un microscope derrière lui dans son bureau. Donc ça, c'est quand même top. Je dis ça pour nos auditeurs. Et donc pour démarrer, Julien, est-ce que toi, tu utilises un petit peu ChatGPT et est-ce que tu as suivi cette révolution ces derniers mois? Alors oui, oui, bien sûr, enfin, de toute façon, c'est difficile de passer au travers, hein, mais effectivement, donc ChatGPT a un peu, pris tout le monde par surprise, hein, il y a quelque temps. Je pense qu'il y a 5 ans, on nous aurait dit que ce type d'outil allait exister, je suis pas sûr qu'on l'aurait cru, complètement, Mmh. avec des améliorations, donc bien sûr ChatGPT, d'autres versions, les générations d'images et cetera. Donc c'est sûr que ça ouvre des perspectives, très intéressantes, également, pour la médecine, avec bien sûr la réserve que pour la médecine, il va falloir, garantir la qualité de futures applications telles que ChatGPT. Mais voilà, si on fait un peu de science-fiction ou même pas, on peut imaginer, dans un futur, proche ou relativement proche, de ces types d'outils qui pourront aider les médecins, qui pourront aider les patients. Le patient, pourra, demander est-ce qu'il faut qu'il aille aux urgences s'il présente telle ou telle symptomatologie. Le médecin pourra discuter, voir s'il ne va pas oublier de diagnostic. Mais voilà, la réserve quand même qu'il faut mettre et sur laquelle je voudrais insister, c'est que, en médecine, donc l'erreur, elle peut avoir des conséquences graves Mmh. et que, il va y avoir des processus, de validation de ces outils. Peut-être qu'il y aura des développements de logiciels de type ChatGPT, mais qui vont être adaptés à la médecine, aux spécialités, hein. Il y a des compagnies qui ont développé des algorithmes dans lesquels on rentre, par exemple, ces symptômes: «J'ai de la fièvre, j'ai perdu 3 kilos Ouais. depuis une semaine et cetera, qu'est-ce que je dois faire?» Donc voilà, après c'est sûr que voilà, ça ouvre des perspectives très intéressantes et il faut faire attention ensuite d'après dans quelles mains on les met et dans un premier temps probablement dans les mains des médecins et ils peuvent, agir comme des filets de sécurité. Par exemple, on s'apprête à faire un diagnostic basé sur un faisceau de données qu'on a d'un patient et puis là, le logiciel va vous dire: «Ah bah attention, est-ce que vous avez pensé à cette autre maladie, qui peut être manifestée?» Et là, on se dit alors soit on se rend compte tout de suite que, bah, c'est complètement délirant et que c'est une erreur de l'IA et avec un médecin formé, ça, il est en capacité de se rendre compte. Ou alors au contraire, si c'est pertinent, bah, de se dire: «Ah bah tiens, j'y avais pas pensé, ça m'évite de passer à côté, ça va me permettre de demander tel ou tel examen complémentaire que j'aurais peut-être oublié ou auprès duquel je serais peut-être passé à côté si j'avais pas eu cette alerte». Donc ça, c'est sûr que ça va être
quelque chose qui va être très intéressant dans les années à venir de suivre l'évolution de ces outils. Ah oui, je viens d'entendre une interview là de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui parlait de ces cas un petit peu médicaux et il présentait en effet, ChatGPT, l'IA générative, comme une solution qui arrivait en renfort quoi, un petit peu en contrôle, qui permettait aux médecins de se dire: «Tiens, ben, j'ai rien oublié» quoi, grosso modo. Ouais, exactement et je pense que ça va être vraiment la première étape qui va déjà nous occuper un certain temps. C'est-à-dire qu'on est faut pas se leurrer, on est très loin d'un patient qui va se présenter à l'hôpital, qui va juste discuter avec un ChatGPT médical et qui va lui dire: «Bon, vous repartez avec, telle ordonnance» et cetera. Mais effectivement, mis entre les mains de services hospitaliers, de médecins, on peut imaginer avec des services, hospitaliers intelligents dans lequel l'information est collectée. On a par exemple, dans les lits d'hospitalisation, un patient pour lequel on n'a pas de diagnostic et on a une IA qui va aller, rechercher des infos dans tous les, dans dans toutes les modalités d'information, les comptes rendus, les scanners, les lames de pathologie et qui va dire: «Bah, attendez, moi, par exemple, ce profil de patient, ça ressemble fortement à des patients qui ont telle ou telle maladie» et bah, ça va pouvoir nous donner des idées en se disant: «Bah, j'y avais pas pensé, mince, effectivement, chez ce patient, il faut rechercher telle ou telle maladie» ou alors, Ouais, voilà, un Docteur House quoi, là, un Docteur House, voilà, qui probablement mmh. de temps en temps fera des choses complètement aberrantes, mais on peut penser que les médecins avec leur formation seront justement capables de se dire: «Bon là, c'est un peu farfelu quoi, ce que me sort l'IA», mais peut-être que et probablement que dans des cas, ça sera pas farfelu, quoi. Génial, génial. Alors Julien, juste avant de revenir sur ta découverte donc qui nous intéresse énormément, tu viens de dire, qu'il y a 5 ans, grosso modo, on ne serait pas attendu à voir ces progrès dans l'IA générative. Je suis totalement d'accord avec ça. S'il y a 5 ans, on nous avait dit, qu'on aurait, ChatGPT, GPT-4 qui fait ça, je pense qu'on aurait, halluciné et en fait, de temps en souvent, moi, je me demande si, on n'est pas déjà, en fait, face à une super intelligence. Simplement, il faut savoir, lui parler et savoir ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle peut pas faire. Et est-ce que selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing? C'est-à-dire dans le sens, lui dire quoi? Lui dire ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut pas faire ou non? Dans le sens, être capable de nous faire une réponse, heu, qu'on ne peut pas distinguer, enfin, tout est sur la définition de ce test en effet, qu'on ne peut pas distinguer de l'être humain potentiellement. Alors, on sait que quand ChatGPT a commencé, alors j'ai un peu suivi de loin, mais il y a eu des outils et on y est particulièrement confrontés nous. Pourquoi? En tant qu'enseignants aussi. C'est-à-dire que quand on donne des «devoirs» entre guillemets à faire, on Mmh. a, des élèves, qui peuvent utiliser ChatGPT. Il y avait eu des modèles qui prédisaient, arrivaient à prédire si c'était fait par ChatGPT ou pas. Je pense que très prochainement, on pourra plus prédire, vraiment si ça a été fait, ou pas et avec un degré de certitude suffisant. Il y avait aussi un problème, alors je parle du champ médical où des fois ChatGPT inventait des références qui Bien étaient sûr. factices et ça semble je crois que ça a été corrigé, Ouais. dans les donc, à mon avis, ce type de choses, va probablement être, sera très difficile de faire la différence, et quasi, probablement quasi impossible, hein, dans un certain Mmh. temps. Surtout que les gens vont peut-être le modifier juste un peu, hein, on demande à ChatGPT d'écrire un paragraphe sur telle ou telle maladie, puis après on le modifie, un petit peu pour qu'il y ait une intervention humaine. Donc donc c'est vrai, qu'il y a encore, voilà, c'est pas quelque chose qui est prêt à l'emploi, en tout cas pour la médecine, Mmh. heu, mais en tout cas, ça fait des choses assez bluffantes, hein, Ouais. moi j'ai déjà essayé de lui demander d'écrire un chapitre sur des tumeurs bénignes du foie, bon, il y avait des petites choses à corriger, hein, mais c'est quand même, c'est impressionnant, hein, oui. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches, en tout cas, beaucoup de chercheurs qui s'appuient dessus, notamment sur Archive, on entend ça ou après sur les pratiques un petit peu de littérature based discovery, enfin pour croiser, des données scientifiques, des études. C'est très fort là-dessus. Et il y a voilà, il y a des outils, par exemple, il y a des sites où on demande à l'IA de faire un point sur, par exemple, on veut savoir si tel ou tel Mmh. facteur est impliqué dans le développement de tel ou tel cancer. Ben, on lui écrit, «Fais-moi une revue de la littérature existante
sur l'influence, moi je sais pas, hein, je vais dire une bêtise, hein, du tabac dans le cancer du poumon, donc tout le monde sait que c'est vrai, mais c'est le logiciel, donc vous pouvez l'appliquer à une question moins, classique, hein, et moins bateau. Il va vous faire un résumé de toutes les études qui existent, et qui ont mis en évidence ou pas un lien avec un facteur et le développement d'un cancer ou d'une maladie. Et ça, c'était déjà Mmh. nous avant, bah, on faisait à la main, un peu à l'ancienne, hein, en regardant les bases. Ça c'était nous prenait énormément de temps et en fait, maintenant on peut avoir un tableau avec, chaque étude. Est-ce que l'étude, elle va dans le sens d'une augmentation du risque, d'une diminution du risque et cetera et cetera. Donc il y a quand même un progrès dans l'accès à l'information et la collecte d'informations qui est vraiment faramineux, hein, donc Mmh. c'est vrai Alors que ça c'est ouais, Julien et Julien, donc toi, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à travailler un petit peu au final, à l'intersection de la médecine et de l'intelligence artificielle? C'est une évolution de tes recherches? C'est un besoin d'aide de la machine? alors, bah, moi j'ai jamais été un matheux ou un vraiment informaticien dans l'âme. J'avais fait, des une thèse sur les altérations génétiques et je me suis intéressé, au cours d'un 2e stage de recherche, un peu à la bioinformatique et c'est vrai que on a vécu, alors il y a déjà quelques années, hein, un shift dans lequel on produit, énormément de données biologiques. La quantité de données qu'on génère avec une expérience, elle est multipliée par 1000 à ce qu'on faisait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on produit un amas de données qu'on n'utilise pas complètement parce qu'on n'a pas les méthodes à l'heure actuelle. Enfin, on les a, mais c'est encore difficile. Et très vite, voilà, j'avais vu qu'il y avait on avait besoin, voilà, de développer ces types d'outils. Donc je m'y étais mis un peu, mais moi, encore une fois, c'était pas mon métier. Ça m'intéressait Mmh. beaucoup et en même temps, donc moi, je travaillais plutôt sur des aspects génétiques, pas tellement sur les images d'anatomopathologie, sur lequel on a travaillé ensuite. Et c'était il y a 5 6 ans, on se sont développés les 1 études où les images étaient analysées dans le médical et cetera. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a fasciné parce que les images, donc nous, on les analyse avec notre œil humain au microscope, on arrive à faire plein de choses, hein, mais on a toujours ses limites. C'est-à-dire que, c'est l'humain, donc il peut y avoir des problèmes de reproductibilité, Mmh. et l'œil, il peut pas analyser des choses très, très fines, on passe à côté d'un certain nombre d'informations et c'est vrai que tout de suite, bon, je me suis dit que voilà, dans l'IA, il y avait un champ d'action pour nos spécialités dans lequel on fait de l'imagerie médicale, hein, les anatomopathologistes comme moi, mais aussi par exemple les radiologues. Qui était vraiment, heu, qui était vraiment faramineuse et bah, du coup, j'ai commencé à travailler en collaboration justement avec des ingénieurs en analyse d'images, des bioinformaticiens et cetera. Mmh. Excellent et donc oh bah, en fait, ça tu c'est ça qui t'a conduite à ta découverte un petit peu récente là de ton algorithme d'intelligence artificielle alors, Julien? Voilà, auparavant, on avait publié, quelques articles également sur la toujours sur le côté de la prédiction du devenir des patients à partir de l'histologie, des images histologiques et dans ce dernier travail, en fait, on est parti d'un constat, c'est-à-dire que, tous les pas tous les jours, mais presque toutes les semaines sont publiées des signatures de gènes, quand on analyse au niveau moléculaire les tumeurs, qui sont associées à la prédiction de la réponse au traitement. Le problème de ces signatures de gènes, c'est qu'elles exigent, bah, on doit prendre le bout de tissu, on doit faire beaucoup d'expériences moléculaires dessus, de biologie. Il y a des problèmes également de normalisation et ce qui fait qu'en fait, finalement, ces signatures qui existent, ces technologies, hein, qui existent depuis, maintenant, plus de 20 ans, n'ont pas été implémentées en pratique clinique. Elles sont trop compliquées à mettre en œuvre, elles sont coûteuses, il faut avoir une expertise locale et cetera. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les images C'est histologiques. sur des essais alors, c'est ça pour l'instant? Alors non, pas Mmh. des essais, c'est-à-dire que c'est de la Non, recherche, c'est de la c'est de la recherche recherche. de Mmh. recherche, qui développe des signatures et cetera, Ouais, mais on n'arrivait pas à passer le cap de l'application clinique, hein, ce qui, très bien. enfin, est l'intérêt principal, hein, puisque, si on fait de la recherche, voilà, c'est pour essayer de pouvoir avoir un impact un peu sur sur le devenir des patients et leur pronostic, hein. Et donc on est parti du fait que les lames histologiques, bah, on les avait nous puisqu'on fait du diagnostic tous les jours, hein, de Mmh. Ouais. patients, les cancers et cetera et c'est des lames qui sont générées dans une pratique courante, qui ont un coût relativement faible et qui
probablement contiennent des informations sur la biologie de la tumeur puisqu'on voit les cellules et cetera. Donc ce qu'on a essayé de faire, Mmh. c'est prédire l'expression de ces signatures de gènes, ces caractéristiques moléculaires, à partir de la lame d'histologie qui est générée tous les jours dans les hôpitaux. Et voilà, et on a pu mettre en évidence qu'effectivement, on arrivait à prédire avec d'assez bonnes performances ces caractéristiques moléculaires et que, en fait, quand on appliquait nos modèles chez des patients atteints de cancer du foie, qui avaient un cancer à un stade avancé, et ben, on arrivait à, séparer les cohortes de patients en 2 groupes, ceux qui allaient avoir Mmh. une survie sans récidive plus longue et ceux qui allaient avoir une survie sur récidive, plus faible. Donc ça permet de stratifier les patients, de voir qui va vraiment bénéficier de la thérapie. C'est génial parce que j'imagine que, bah, ça permet d'être plus efficace, ensuite il doit y avoir des effets secondaires peut-être sur des patients qui seraient pas bien réceptifs, notamment. Donc c'est une super avancée et donc aller beaucoup plus loin que l'œil humain quoi, en fait, là-dessus. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que l'enjeu, en fait, à l'heure actuelle, on donne le même traitement à tout le monde. Donc il y a des patients, bien sûr, qui vont bénéficier du traitement, il y a des patients qui en bénéficient moins. Il y a des patients également, qui vont développer des effets secondaires qui peuvent être assez, conséquents. Et il y a également maintenant d'autres traitements qui ont été approuvés, mais à l'heure actuelle, voilà, on ne sait pas déterminer ce patient, il va répondre ou pas à tel ou tel traitement. Ce patient, a priori, il va pas répondre et en plus, il a un risque de développer des effets secondaires liés au traitement et cetera. Donc, on n'arrive pas à adapter la prise en charge à chaque patient et l'objectif des modèles et des algorithmes qu'on a développés, c'est justement de pouvoir prédire, bah, voilà, ce patient, il a vraiment une bonne chance de tirer bénéfice de ce traitement, on lui donne, et ce patient, au contraire, bah, il a priori, il va pas répondre à tel ou tel traitement. On peut envisager de lui donner un autre type de traitement, de l'inclure dans un essai clinique, par exemple, et cetera. Donc c'est vraiment de pouvoir adapter le traitement avec ce qu'on appelle communément la médecine personnalisée, et cetera. Mais voilà, le faire avec des outils, qui soient, facilement implémentables, plutôt que les signatures de Et gènes. est-ce que ça a pu déjà être mis en pratique, Alors, non, nous, ce qu'on a fait, c'est la preuve de concept académique, c'est-à-dire qu'on a montré que ça pouvait se faire, que ça pouvait marcher. Après, alors il y a des sur ce type de projet, pour le mettre en place ensuite, va nécessiter, des plusieurs années, hein, puisqu'il faut des analyses prospectives, de patients pour lesquels on va faire ces prédictions et qu'on va suivre. Donc ça aussi, il y a des compétences que nous, en tant qu'académiques, hospitaliers purs, on n'a pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir ensuite, la capacité de marquer le produit, les marquages CE et cetera et cetera. Donc c'est encore une autre phase, mais voilà, il fallait déjà montrer que ça pouvait être fait et bien sûr. que c'était une piste, voilà, intéressante. Ah non, mais je pense que c'est génial et en plus, l là, tu fais ça donc, sur, un type de cancer particulier, mais en fait, on peut imaginer, faire ça sur plein d'autres maladies aussi, j'imagine, et plein de traitements différents, enfin, mmh. Oui, oui, tout à fait. Donc nous, bah, c'est vrai qu'on a une équipe qui s'intéresse au cancer du foie, mais après cette approche, elle peut être déclinée aux autres cancers ou à d'autres types de maladies pour lesquelles on a un prélèvement histologique, et cetera. Donc c'est quelque chose qui peut se décliner dans d'autres contextes cliniques. Bah, écoute, bravo Julien, parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous êtes vraiment pionnier, c'est super. Je trouve ça extra. Tu nous parlais un petit peu de ton modèle. En fait, ton modèle, donc tu l'as construit sur des lames histologiques que tu avais à disposition, c'est ça? Voilà, ce qu'on fait pour entraîner le modèle, c'est que dans une première phase d'entraînement, on donne au modèle des lames histologiques de cancer du foie pour lequel on a les données sur la signature de gène qu'on cherche à prédire, la valeur qui reflète si, tel ou tel gène est exprimé, à quel degré dans la tumeur. Donc on lui a donné des lames et à chaque fois on lui a donné la valeur de l'expression de gène correspondante et bah, ce qu'a fait le modèle en cours d'entraînement, et il va apprendre à détecter dans l'image les caractéristiques qui sont associés à cette valeur, de la signature de gène.
et ensuite ce modèle, on l'a validé, où là, cette fois, on a pris des échantillons pour lesquels on avait la lame histologique. On avait aussi la signature d'expression, mais on ne l'a pas donnée au modèle. On lui a juste donné la lame et on lui a dit: «Prédis-nous la valeur de cette signature», et ensuite on a comparé les prédictions à cette vraie valeur et on a pu voir que le modèle, arrivait à prédire, cette valeur, et en fait, la validation ultime, c'était d'évaluer le modèle, chez des patients qui avaient été traités par cette combinaison particulière de traitement chez les patients qui ont un cancer du foie, et on a pu montrer effectivement que les prédictions, étaient associées en fait à la survie sans progression chez ces patients. C'est-à-dire que le temps avant que la maladie évolue. Mmh. Excellent, parce que donc comme je le disais en introduction, nous ici on parle très souvent de ChatGPT et donc de d'un modèle, qui est entraîné à prédire le mot suivant, et là c'est vrai que c'est un cas d'usage qui est quand même, très différent, et c'est très intéressant. Hem, Est-ce que selon toi Julien, donc l'IA va révolutionner la médecine dans les années à venir? Oui, non, je pense qu'il y a pas tellement de doute, là-dessus, hein, que l'impact de l'IA. Julien, selon toi, est-ce que l'IA donc, va révolutionner la médecine dans les, prochaines années? Ouais, oui, je pense qu'il fait vraiment pas de doute, que l'IA va avoir un impact fort sur la médecine. Le timing exact est encore à évaluer, hein, puisque vous voyez que l'IA, elle est partout, hein, dans nos vies, et vous voyez quand on va faire des courses, avant vous mettiez le sac et il fallait choisir, il fallait cliquer si c'était clémentine ou quoi, et ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a depuis 2 semaines, moi, quand je vais acheter, je mets le paquet de clémentines, il y a une reconnaissance immédiate que c'est des clémentines, donc il doit y avoir une petite caméra, qui reconnaît la forme des fruits, et cetera, et voilà. Des fois, on a plusieurs choix, hein, on voit clémentine, tomate, parce que probablement que le modèle sait pas faire la différence. Sinon, donc j'en reviens à la médecine. Donc la médecine, c'est un peu différent, parce que la médecine, on peut pas tolérer, il y a des précautions, hein, dans les prises de décision. Et il y a, une sécurité, en fait, des algorithmes, une exigence qui va être bien plus grande que pour la majorité des autres tâches, comme ceux dont je viens de parler, ou même, on va dire, la reconnaissance faciale sur Twitter, sur, d'autres logiciels, et cetera. Donc ça va prendre plus de temps, ça va nécessiter qu'on valide, la pertinence des modèles, ça va, nécessiter aussi des réflexions éthiques. Donc ça nécessite plus de précautions, qui prennent, voilà, qui expliquent que ça prenne plus de temps, en médecine que pour d'autres spécialités. Mais quand on voit le pouvoir de l'IA, il fait pas de doute qu'on va l'utiliser, hein, et qu'il va falloir l'utiliser pour augmenter, nos capacités, et faire, ce qu'on appelle, du diagnostic augmenté, hein, comme c'est, voilà, c'est-à-dire qu'avant on disait bénin, malin, et peut-être que demain on dira bénin, malin, le patient il va répondre tel ou tel traitement, et attention il répondra pas, et cetera, et cetera. Il y a, je sais, dans l'imagerie médicale, les scanners, il y a des sociétés qui développent des logiciels pour vous dire: «Attention là, votre patient, il vient faire un scanner parce que, je sais pas, il a eu un choc, thoracique, mais aussi attention, on a aussi détecté qu'il est à fort risque d'avoir un diabète», par exemple, et du coup, vous allez être amené à dépister le diabète, à partir d'un scanner. Donc voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, on profite des datas qu'on génère, et on en tire le maximum, en tout cas. Mmh. Voilà, c'est ça un peu le. Je vois très bien, j'ai un exemple dont je voulais sur lequel je voulais échanger avec toi. C'était une citation que j'avais déjà, lue ici, mais c'était un scientifique anglais, Robert Hooke, en 1665, qui découvre le microscope et le télescope et qui parle d'ajouter, des organes, artificiels à la nature. Déjà sur, tu vois le microscope et le télescope avec, des bénéfices prodigieux, tu vois, sur toutes sortes de connaissances, et ce qu'on se dit, c'est qu'on est peut-être encore, tu vois, on va encore plus loin que ce microscope, ce télescope, pour mieux comprendre la nature. Il parlait de ces organes artificiels, là, on va encore plus loin avec, l'intelligence artificielle.
Oui, alors il y a effectivement aussi un champ de l'intelligence artificielle qui est, celle des ce qu'on appelle des jumeaux numériques, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va, en fait modéliser le fonctionnement par exemple d'un foie, d'un cœur, d'un poumon, de ce qu'on Mmh. et bah, avant de faire un test de drogue, en fait, on simule, in silico quoi, dans un ordinateur, l'effet que pourrait avoir telle ou telle drogue avec sa forme dans l'espace et cetera sur, telle ou telle cellule du foie et cetera et donc voilà, ça permet de faire des «expériences» entre guillemets avant qu'on faisait, bah, dans des laboratoires de recherche où il y a sur différents modèles. Mais là, on le fait avec un ordinateur et on dit: «Voilà comment réagit un foie», on mime son fonctionnement. Vous faites ça, vous lui donnez telle drogue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va, augmenter sa capacité de régénération? Au contraire, est-ce que ça peut endommager? Et cetera, et cetera. Donc ça, c'est encore Mmh. un autre champ de recherche. Super intéressant. Hem, les enjeux un petit peu au niveau éducatif et emploi, les enjeux sociétaux, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, Julien. Tu en parlais par rapport à heu, aux devoirs de tes étudiants, et sur l'emploi peut-être un gain de temps, peut-être par rapport au burn-out, que certains médecins peuvent connaître? Alors, c'est sûr, voilà, il y a une capacité à déléguer certaines tâches, hein, probablement, qui va être ça le 1 la première étape, hein. Certaines tâches pour lesquelles on a un niveau de sécurité suffisamment fort pour pouvoir déléguer. Donc après, à voir pour les burn-out, là, je vais pas me prononcer parce qu'il faut voir si après c'est pas l'occasion qui est d'employer moins de médecins et que finalement on soit un peu toujours avec la même charge. Donc ça, c'est des réflexions qui nous dépassent, hein, mais bah, voilà, il y a ça et que évidemment qu'on souhaiterait avoir plus de temps à déléguer, à d'autres choses, mais c'est important justement si on arrive à dégager du temps qu'il y ait vraiment un gain véritable pour les professionnels et pour l'éducation aussi, c'est très, très important. Je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte. C'est déjà un peu le cas, hein, mais on ne pourra plus, comment dire? Évaluer les élèves sur simplement, «Écrivez-nous, quelque chose sur, tel ou tel cancer, quel est le traitement de Mmh. référence?» et cetera. Parce ils vont être en capacité de faire tourner des IA, génératives et d'avoir des réponses, quasi parfaites. Donc on Mmh. va aussi, probablement devoir modifier un peu nos approches, avec, également leur apprendre à se servir des outils, à en connaître les limites, et peut-être sortir d'un on va dire des enseignements classiques, hein, avec des choses à apprendre par cœur et cetera et cetera. Quelle va être la pertinence, de continuer à apprendre comme ça avec l'IA? Ça, on ne sait pas encore. Mais par contre, ce qu'il faut être sûr aussi, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on qu'il y ait pas de perte de savoir, hein. C'est-à-dire que, l'IA, elle fait avec ce qu'on lui donne et si jamais on forme plus les gens, bah, le jour où l'IA, va pas très bien et fait des erreurs ou, le jour où il faut l'améliorer, il y a plus d'experts, il y a plus de gens qui savent et qui vont, innover dans tel ou tel domaine et là, on est un peu dans une impasse. Donc il faut faire aussi très attention à ça. Il faut que les gens continuent à être formés dans leur domaine, hein, et on ne pourra pas, voilà, se reposer uniquement sur l'IA, parce Mmh. qu'il faut aussi que les gens aient une capacité de réflexion et et voilà, hein, aussi, hein, donc c'est très important aussi, hein. Hem, question, Julien, il y a les modèles aujourd'hui, bah, comme, ChatGPT, ils sont, bridés. Il y a une grosse couche de safety qu'on rajoute dessus. Après tu as quelques modèles un peu plus spécialisés. Il y a un truc qui s'appelle, Docteur GPT par exemple aux États-Unis. Tu as plusieurs modèles comme ça un petit peu avec des des objectifs médicaux. Hem Et donc là, je te parle vraiment du cas particulier, hein. On n'est pas, encore dans ton département de pathologie, mais je veux dire vraiment pour, heu, monsieur tout le monde, en fait, qui a, des petits symptômes, une petite grippe, potentiellement ou une angine, ce qui j'imagine peut représenter une grande part des consultations. Tu es pour, qu'il puisse consulter un petit peu par lui-même ces outils, et essayer de trouver, une réponse ou une début de réponse à ces symptômes? Alors, de toute façon, je pense
qu'on soit pour ou contre, ce qui est intéressant, c'est que déjà les patients maintenant, se renseignent, hein. Alors il souvent, c'est encore un peu à l'ancienne sur Google, on tape et on regarde, mais c'est vrai qu'on maintenant on a la capacité de le faire de manière un peu plus précise avec, ce type, d'application. Je pense qu'il faut être très, très prudent quand même avant de mettre ça dans les mains du public. Il y a beaucoup d'interrogations sur, la performance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe le jour où le modèle a dit, «Vous pouvez rester chez vous» et le patient, se complique et cetera? Est-ce qu'on peut vraiment, tout faire comme ça à distance? Bon, moi, j'en suis pas, Mmh. j'en suis persuadé. Donc il y a ça qui a à prendre en compte. Heu, Si, ça marche et que c'est très sûr, pourquoi pas? Mais on est loin encore d'un patient qui serait chez lui et qui appellerait, «Ah voilà, j'ai de la Mmh. fièvre et cetera». Bon, bah, finalement non, vous pouvez rester chez vous, voilà. On n'y est pas encore. Il y a aussi des interrogations également, bah, qui vont avec les effets que ça pourrait avoir, éthiques, légales. Qui est responsable? Est-ce que si le modèle, fait une mauvaise décision et qu'il y a, une conséquence qui est lourde, qui va responsable? Parce que ces modèles, est-ce Ouais. que je suis pas sûr qu'il y a un industriel qui ait pris le risque pour l'instant d'aller jusqu'à dire parfaitement: «Vous pouvez l'utiliser, je vous garantis que ça donne des bons». Parce que enfin le modèle légal derrière, il faut qu'il soit quand même, ça Pour pour l'instant, pour bien suivre, j'ai déjà vu, tu vois, des acteurs s'engager sur la responsabilité si tu te fais attaquer, par exemple, tu vois, sur le copyright d'une image qui est générée. Enfin, en ça gros, ils c'est te disent: «Oui, ben, on va te couvrir», tu vois, un petit peu. Hem, mais par contre, sur des questions médicales et tout ça, ça, j'en ai jamais entendu parler de cette responsabilité, en effet. Ouais. Mmh. voilà, ouais, je pense Mmh. que voilà, il y a quand même des choses à bien définir et à cadrer Ouais. avant de passer à cette étape. Julien, donc la question à 100 000, le scénario futuriste. Si tu pouvais imaginer un scénario où l'IA change radicalement le traitement du cancer d'ici quelques années, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Bah, je pense que, ça pourrait, alors que ce soit par de l'histologie, de l'imagerie ou des données cliniques, voilà, de pouvoir, raffiner la façon dont on prédit, soit le pronostic des patients, soit la façon dont ils vont répondre aux thérapies, et de pouvoir mieux, donner le traitement approprié. Je ne sais pas dans quelle indication ça va aller plus vite que d'autres. On sait qu'on a, des situations cliniques, pas que dans le foie, hein, mais dans lequel on a des traitements un peu, probabilistes, qu'on donne voilà comme ça, qui vont bénéficier qu'à une petite partie des patients. Donc je pense que c'est vraiment là-dedans, moi je trouve que c'est le plus excitant. Bien sûr qu'il y a aussi des automatisations de certaines tâches, de déléguer certaines tâches, qui va un peu, probablement faciliter la vie. Mais je dirais que voilà, pour moi le plus stimulant, le plus intéressant, c'est de se dire comment peut faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant et voilà, notamment raffiner, ces outils de prédiction, pour, pouvoir donner, ces drogues qui sont, voilà, efficaces que chez certains patients, qui ont des effets secondaires, qui coûtent aussi, cher, hein, quand on donne des thérapies très chères à tout le monde, bah, c'est un coût qui se répercute, sur la sécurité sociale, hein, donc c'est de l'argent, voilà, pour la collectivité. Donc voilà, tout ça qui Mmh. peut s'améliorer. Bah, ça c'est je pense que ça correspond un peu à une des grandes valeurs, une des grandes dynamiques, de l'IA, c'est qu'elle permet, tu vois, enfin peut-être donc de proposer un traitement personnalisé comme une réponse personnalisée, tu vois, qui est générée par ChatGPT ou par, une image, un outil de génération d'images. On est vers la personnalisation dans tous les cas, quoi. Mmh. Voilà, oui, exactement, Mmh oui. Non, mh. c'est ça vraiment la direction, à part voilà, ce que je disais, Ouais, les délégations de certaines charges, c'est vraiment, ça ce que tout le monde cherche à faire, hein. ouais, C'est ouais, utiliser, cette IA pour exploiter justement ces datas qu'on génère, hein, tous les jours dans les hôpitaux, mais qui restent, exploitées de manière très superficielle, à l'heure actuelle. évidemment. Heu, Julien, petite question, on a presque fini. Est-ce que tu connais, donc quelqu'un qui est assez populaire là sur YouTube, les réseaux sociaux en ce moment, c'est Brian Johnson. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui? C'est quelqu'un qui est sur la longévité et tu sais, c'est un américain, start-upper qui est
qu'on présente comme l'homme le plus mesuré du monde, parce qu'il a toute une équipe de scientifiques, tu sais, qui lui créent un programme personnalisé, pour essayer un petit peu de, le faire rajeunir et tu vois? Et lui, il open source un petit peu cette recherche autour de lui, hem, pour, permettre un petit peu, tu vois, de quelques progrès, enfin des progrès médicaux. Tu as déjà entendu parler de cette initiative? Non, 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 ça je connais pas. Ah bah, écoute, je t'enverrai parce que Faut c'est faut voir ce que ça super va. intéressant. C'est super intéressant. Il passe un peu pour un foufou. Hem, mais de l'autre côté, c'est un courant qui prend un petit peu de l'ampleur autour de lui parce qu'il inspire pas mal de gens. Parce qu'aujourd'hui, bon, il fait ça parce il a, heu, il a donc énormément de ressources, mais en fait, au final, il y a quelques préceptes, en fait, qu'il va donner, qui intéressent tout le monde et qui sont juste, bah, de temps en temps, des bons conseils, de faire attention à bien dormir, de ne pas fumer évidemment, et tu vois, dans les recettes que son menu, ses plats de la journée, au final, c'est des trucs que tout le monde peut, intégrer et qui sont plutôt positifs, quoi. Bon, je dirais, voilà, faut juste faire attention à ce que ça marche bien et que ce soit pas trop, Bien sûr, je bien connais pas, sûr. effectivement. Heu et ben, écoute, super. Dernière question, Julien. Est-ce que tu as enfin, regardes quand même, tu verras, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Et par contre, tu as raison, il faut faire attention. Hem Et et dernière question, Julien, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à recommander à notre, audience? Bah, alors ça, c'est très personnel, mais je dirais, de moi, ce qui m'a marqué, dans ce domaine-là, c'est, Blade Runner probablement, un peu ou Le 2001? nouveau? C'est de l'espace? Ah non, le premier non. Le 2 était pas mal, mais sans plus. Enfin, c'est très personnel, hein, mais Yes. Non, non, mais c'est ce qu'on te demande. Blade Runner ou 2001: L'Odyssée de l'espace, en effet, qui sont des super recommandations. Heu, Merci beaucoup Julien, heu, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Félicitations pour tes travaux, j'espère que ça va continuer, qu'on va en entendre parler, qui vont rentrer en application surtout, oui, oui, oui. et voilà, et merci beaucoup en tout cas Julien. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.